Bonjour et bienvenue sur Radio Cessert, votre podcast quotidien sur l'actualité cyber du dimanche 29 décembre 2024, épisode 140. Je suis Marc-Frédéric Gomez, en direct des terres du Berry. J'espère que vous allez bien. Au programme aujourd'hui, les hackers nord-coréens utilisent la backdoor AuthorCookie. Des acteurs malveillants liés à la Corée du Nord utilisent ce malware pour cibler les développeurs de logiciels via des offres d'emploi fictives. Données de 800 000 voitures électriques exposées en ligne, un stockage non sécurisé chez Cariad, filiale de Volkswagen, a permis l'accès à des informations personnelles et géolocalisées de véhicules, vol de données bancaires des clients ZAG via une application tierce compromise, le malware injecté dans l'application FreshClick de BigCommerce a permis de voler les données des cartes bancaires des clients ZAG, compromettant leur sécurité financière. LumaStealer cible les navigateurs pour voler des identifiants de connexion. Le malware LumaStealer utilise des scripts PowerShell et des fichiers déguisés pour exfiltrer des mots de passe et des données sensibles depuis des navigateurs, des portefeuilles crypto et des applications beaucoup plus populaires. Routeur D-Link obsolète, visé par le botnet Capsykin et Ficora. Les vulnérabilités dans le protocole HNAP des anciens routeurs D-Link sont exploitées par ces botnets pour des attaques DDoS et l'exécution de commandes à distance. 15 000 routeurs forfait exposés à des exploits en raison des identifiants par défaut. Une faille d'injection de commandes via la CVE 2024 12856 est activement exploitée sur les routeurs forfait, mettant en évidence les risques de configuration usine laissés en place. Et enfin, déclaration d'Atos concernant une potentielle compromission. Le groupe cybercriminel SpiceBear a revendiqué l'accès à une base de données d'Atos, mais les investigations internes n'ont relevé aucune preuve de compromission ni de demande de rançon à ce jour. Bien entendu, vous retrouverez tous les liens qui m'ont permis de créer cet épisode dans la description de celui-ci. Security Affairs nous informe que des acteurs malveillants liés à la Corée du Nord exploitent la backdoor AuthorCookie pour cibler des développeurs de logiciels avec de fausses offres d'emploi. Ça fait plusieurs mois qu'on voit revenir cette information, mais les chercheurs ont identifié un nouveau malware appelé AuthorCookie, utilisé dans le cadre de la campagne Contagious Interview, qui vise la communauté des développeurs avec des offres d'emploi fictives. La campagne Contagious Interview a été décrite pour la première fois par des chercheurs de Palo Alto Networks en novembre 2023. Bien qu'elle soit active depuis au moins décembre 2022, donc on est pratiquement sur du 2 ans. Ces attaques semblent avoir des motivations financières et ne sont pas spécifiquement ciblées. Depuis novembre 2024, des acteurs malveillants utilisent le malware AuthorCookie aux côtés de Beavertail et Invisible Ferret dans leur opération. NTNT a publié un rapport qui décrit que depuis environ novembre 2024, leur SOC a observé l'exécution de malwares autres que Beavertail et Invisible Ferret dans la campagne Contagious Interview. NTT appelle ce malware nouvellement observé AuthorCookie. Si on reprend la chaîne d'attaque, celle-ci commence par des projets malveillants basés sur Node.js ou des packages NPM téléchargés depuis GitHub ou Bitbucket. Récemment, les attaquants ont également utilisé des applications créées avec Qt ou Electron, ce qui suggère que les acteurs malveillants expérimentent activement de nouvelles approches. Regardons un peu plus sous le capot. Les loaders du malware AuthorCookie téléchargent des données JSON depuis une source distante, exécutent la propriété cookie en tant que code JavaScript. Les attaquants peuvent également télécharger et exécuter directement des scripts JavaScript en passant par un block catch en cas de réponse HTTP 500. Le loader exécute principalement Beavertail, mais il a parfois été observé en train de lancer AuthorCookie ou les deux simultanément suivant les environnements. Bien que AuthorCookie ait été observé pour la première fois en novembre 2024, les experts estiment qu'il serait actif depuis septembre 2024. Bon, ça fait que 3 mois, avec des différences mineures dans sa mise en œuvre. La version de novembre communique via Socket.io et peut exécuter des commandes distantes via la fonction Socket Server, incluant l'exécution de commandes shell et le vol d'informations sur les appareils, type WAR. Les acteurs malveillants utilisent des commandes shell pour rechercher des clés de portefeuille de crypto-monnaies dans les documents, des images et des fichiers liés aux crypto-monnaies avant de les envoyer à une source distante. Et ce qui est assez surprenant, c'est que les commandes utilisées, on retrouve beaucoup ls pour examiner l'environnement cible. Donc le ls, c'est l'équivalent du dir sous un shell. Le cat pour afficher le contenu des fichiers ciblés. C'est à suivre. Mais bon, quand on est sur LinkedIn, faut s'attendre à ce genre de ciblage.
La société de logiciels de Volkswagen, Cariad, a exposé les données collectées de près de 800 000 voitures électriques. Ces informations pourraient être reliées au nom des conducteurs et révéler des localisations précises des véhicules. D'après Blipping Computer, des téraoctets de données sensibles seraient exposés. Ces bases de données, non protégées, hébergées sur le cloud d'Amazon, sont restées accessibles pendant des mois, permettant à quiconque ayant des connaissances techniques limitées de suivre le déplacement des conducteurs ou de collecter leurs informations personnelles. Ces bases de données incluaient les détails sur les véhicules des marques Volkswagen, Seat, Audi et Skoda, avec des données de géolocalisation pour certains véhicules précises à quelques centimètres près seulement. L'accès aux données des véhicules a été rendu possible en raison d'une mauvaise configuration de deux applications informatiques de Cariad, selon un représentant de l'entreprise. Le problème a été signalé à Cariad le 26 novembre par le Chaos Computer Club, le 3CC, la plus grande organisation de hackers éthiques en Europe. Le 3CC, qui promeut la sécurité et la confidentialité depuis plus de 30 ans, a été alerté de la vulnérabilité par un lanceur d'alerte et a testé l'accès avant d'informer Cariad et Volkswagen des détails techniques. Dans une déclaration à Blipping Computer, Cariad a précisé que seules les voitures connectées à Internet et enregistrées pour des services en ligne étaient affectées. Parmi les 800 000 voitures exposées, les chercheurs ont trouvé des données de géolocalisation pour 460 000 voitures, dont certaines avec une précision de 10 centimètres. Certains véhicules appartenaient à des flottes spécifiques, comme une trentaine de voitures de patrouille de police de Hambourg, tandis que d'autres étaient associés à des employés présumés des services de renseignement. L'exploitation est quand même complexe, mais elle reste tout à fait faisable. Toujours selon Cariad, les hackers du Chaos Computer Club n'ont pu accéder aux données qu'après avoir contourné plusieurs mécanismes de sécurité nécessitant un temps et une expertise technique considérables. Ouais, ça j'y crois beaucoup moins. De plus, les données des véhicules étaient pseudonymisées pour des raisons de confidentialité, ce qui obligeait les hackers à croiser différents ensembles de données pour identifier un utilisateur spécifique. Ça s'appelle la base dans le cas d'une compromission. Mais cependant, des journalistes et experts en informatique du Spiegel ont utilisé des outils accessibles, donc c'est des outils open source, pour identifier les données de localisation de deux politiciens allemands, Nadja Weiper et Markus Grubel, tous deux membres du Bundestag. En recherchant des actifs qu'Ariad a exposés, l'équipe a trouvé une copie d'un dump mémoire d'une application interne. Ce dump contenait des clés d'accès à une instance de stockage cloud sur Amazon où étaient enregistrées les données collectées. Ça s'appelle une bonne compromission suite au fait qu'on a exposé des données sur le cloud, qu'elles ne sont pas protégées. Et ce qu'on apprend, c'est que sur la majorité des véhicules concernés, soit 300 000 se trouvaient en Allemagne, mais des informations sur les voitures dans d'autres pays européens ont également été trouvées. Et là, ça devient intéressant. En Norvège, c'est 80 000 voitures. En Suède, 68 000. Royaume-Uni, 63 000. Pays-Bas, 61 000. Belgique, 68 000. Danemark, 35 000. Et bien entendu, on va parler de la France. On a quand même 53 000 véhicules qui ont été ciblés. Cariad a indiqué à Blipping Computer que son équipe de sécurité a réagi rapidement pour résoudre le problème, fermant l'accès le jour même où le 3CC, le Chaos Computer Club, a envoyé son rapport. Oui, une fois que tu es au courant qu'il fallait fermer son bucket. Les représentants du 3CC ont confirmé au Spiegel que l'équipe technique de Cariad avait agi avec rapidité et sérieux. Aucune preuve n'a été trouvée indiquant que d'autres parties avaient accédé aux données ou les avaient utilisées à des fins malveillantes. Je vous laisse lire l'article, c'est intéressant. Zag Incorporation informe ses clients que leurs données bancaires ont été exposées à des acteurs non autorisés après que des hackers ont compromis une application tierce utilisée par son fournisseur de e-commerce, BigCommerce. Zag est un fabricant d'accessoires électroniques basé dans l'Utah et connu pour ses produits tels que des protections d'écran, des coques de téléphone, des claviers, des batteries externes. Alors j'en vois certains d'entre vous me dire « Ouais, c'est la petite boutique du coin ». La boutique du coin, elle fait quand même un chiffre d'affaires de 600 millions de dollars. 600 millions de dollars. L'entreprise a été affectée par une faille de sécurité sur une application tierce qu'on appelle FreshClick, fournie par BigCommerce. Selon une lettre envoyée aux personnes touchées, l'attaquant a injecté un code malveillant dans l'application FreshClick, conçu pour voler les informations des cartes bancaires saisies lors des processus de paiement sur le site de Zag.com. Alors Zag, c'est ZAGG.com. L'entreprise déclare: nous avons découvert qu'un acteur inconnu a injecté un code malveillant dans l'application FreshClick, conçu pour intercepter les données des cartes bancaires saisies lors de certaines transactions effectuées par Zag entre le 26 octobre 2024 et le 7 novembre 2024. Il faut retenir que BigCommerce, basé à Austin, est un fournisseur de solutions SaaS pour le commerce électronique qui s'adresse à des entreprises de toute taille à travers divers secteurs. FreshClick, une application tierce disponible sur la marketplace de BigCommerce,
aide les marchands à créer des sites et applications réactifs pour améliorer l'expérience client. Bien que FreshClick ne soit pas développée directement par BigCommerce, elle est proposée dans une marketplace destinée à ajouter des fonctionnalités. Bien entendu, BigCommerce a assuré que ses propres systèmes n'avaient pas été compromis. L'entreprise a utilisé des outils internes pour détecter la compromission de l'application FreshClick et l'a immédiatement désinstallée des boutiques concernées. En utilisant nos outils internes et en collaboration avec notre partenaire, nous avons confirmé que l'application tierce FreshClick avait été compromise, d'après l'entreprise. Dans l'intérêt de nos clients et de leurs acheteurs, nous avons immédiatement désinstallé l'application de leur boutique, supprimant ainsi les API compromises et le code malveillant. Pour rappel, les informations volées incluent le nom, l'adresse, les données des cartes bancaires. Et ce qui est très intéressant, c'est la réponse de Zag. C'est-à-dire qu'immédiatement, ils ont fait une notification auprès des autorités fédérales et des régulateurs compétents. Ils ont offert un service de surveillance de crédit gratuit pendant 12 mois via Experian pour les clients affectés. Et ils ont donné aussi du conseil aux clients pour surveiller leur compte bancaire, placer des alertes de fraude et envisager un gel du crédit. C'est vraiment une approche très mature en cas de compromission. Plutôt que de dire on s'est fait compromettre et circuler, il n'y a rien à voir, eh ben on va proposer des solutions pour tous les clients qui ont été impactés. À quand on verra ça sur nos fuites de données en France? D'après GB Hacker, des chercheurs en cybersécurité ont observé des activités liées à l'UMA Stealer, un trojan conçu pour exfiltrer des informations sensibles des navigateurs et applications. Les analyses montrent que ce malware cible les identifiants des navigateurs, les portefeuilles de crypto-monnaies ainsi que les profils utilisateurs sur des plateformes comme Steam ou Discord, représentant une menace sérieuse pour la confidentialité et la sécurité des utilisateurs. L'analyse des échantillons montre une relation parent-enfant entre les fichiers malveillants qui communiquent tous avec le même serveur de command and control C2. Alors il y a 3 fichiers qui ont été identifiés et c'est un système de poupée russe. Le premier, c'est le trigger.ps1. C'est un script PowerShell qui va télécharger un fichier malveillant qui est le bmp1tctf.txt, un script PowerShell volumineux qui exécute un autre fichier qui est le h.exe qui est un exécutable malveillant. Alors, les hash et SHA-1 ont été fournis pour vérifier l'intégrité des fichiers. Trigger.ps1 détecte l'environnement avant de télécharger et d'exécuter le second fichier, qui lui-même déclenche l'exécution du troisième. Alors ce script PowerShell utilise la technique, ce qu'on appelle du process doppelganging. C'est pour injecter une charge utile dans un processus légitime et créer deux fichiers. Un premier fichier nommé more.com, commande MS-DOS utilisée pour afficher du contenu texte, un fichier avec un nom aléatoire composé de lettres majuscules. Ensuite, le malware est également livré sous forme d'un script AutoIT déguisé, ce qu'on appelle le AutoIT3.exe, contenant une image PNG intégrant une charge utile malveillante via la technique Ghost Pulse. Cette charge utile est capable de voler des données liées au mot de passe et aux crypto-monnaies. Et quand on regarde les techniques avancées et les connexions serveur C2, l'UMASTELER utilise plusieurs techniques. Donc la première, c'est l'injection de processus dans la méthode EventsGet pour exécuter des API 32 bits dans un environnement 64 bits, collecte d'informations système, y compris les détails des systèmes d'exploitation, les spécifications matérielles, les modules chargés, les processus actifs, utilisation du protocole de communication multipart form data avec une chaîne de délimitation unique pour exfiltrer les données comme les mots de passe Firefox. Ce malware va ensuite établir une connexion et une session avec un serveur C2 en utilisant le LifeID spécifique et transmettre les données volées sous un format compressé, ce qui démontre vraiment des techniques hyper avancées. C'était très sympa le reverse quand on le fait un peu dessus. L'article est très intéressant. Et si on devrait conclure sur cette menace, alors pour nous utilisateurs, on est vraiment encouragé à maintenir tous nos systèmes à jour, à limiter l'installation de scripts non vérifiés, à utiliser des solutions de sécurité robustes pour contrer ces menaces. Bon, c'est d'être hyper méfiant, quoi, tout simplement. Lisez l'article, c'est sympa. Ça vaut le petit mal de crâne qu'on a derrière. GB Hacker nous remonte que les anciens routeurs D-Link font face à des attaques de deux botnets agressifs, Ficora et Capsenkin, une variante du botnet Kaiten. Ces menaces exploitent des failles de sécurité connues depuis longtemps dans le protocole HNAP, le Home Network Administration Protocol de D-Link, posant des risques importants pour les utilisateurs qui n'ont pas mis à jour le firmware de leur routeur. Il faut savoir que ces botnets vont exploiter 4 vulnérabilités. La CVE 2015, 2051, 2015, vous vous rendez compte, elle a 7 ans la CVE. La CVE 2019, 10891, la CVE 2022, 37056 et la CVE 2024, 33112. Ces failles vont permettre aux cybercriminels d'accéder à distance aux appareils et d'exécuter des commandes malveillantes. Bien que découvertes il y a plusieurs années, elles restent problématiques car de nombreux utilisateurs n'ont pas appliqué les mises à jour nécessaires ou continuent d'utiliser des équipements obsolètes. Pourtant, leur stratégie pour ces botnets, elle est simple et efficace. Pour Ficora,
C'est une propagation globale. Le botnet va utiliser un serveur distant pour déployer des scripts shell qui vont télécharger la charge utile. C'est la technique du brute force. Il compromet les appareils en utilisant des identifiants par défaut. Une attaque DDoS, il va utiliser les protocoles UDP, TCP et DNS pour lancer ces attaques. Pour Capsakin, c'est très localisé au niveau régional. C'est un botnet qui va cibler principalement l'Asie de l'Est, notamment le Japon et Taïwan. Et entre le 21 et le 22 octobre 2024, il a été détecté qu'ils ont mené de nombreuses attaques massives, élimination des concurrents. Ils terminent toujours agressivement ces processus par d'autres botnets pour conserver un contrôle exclusif sur les appareils infectés. C'est-à-dire que s'il constate que l'appareil a déjà été compromis par un botnet concurrent, eh bien, il va l'effacer pour prendre sa place. Ses capacités avancées, c'est être connecté à son serveur de commande et de contrôle, un C2. Il peut télécharger des fichiers, exécuter des commandes shell, mener des attaques DDoS. Alors, si vous utilisez un ancien routeur D-Link, il est vraiment crucial de sécuriser votre appareil. La première chose, c'est d'essayer de mettre à jour le firmware. Consultez le site de D-Link pour appliquer les dernières mises à jour de sécurité si elles sont disponibles. Désactivez les services inutiles. Si vous n'utilisez pas le fameux protocole HNAP, désactivez-le pour réduire les risques d'exploitation. Alors, évidemment, changez les mots de passe par défaut. Remplacez les identifiants d'usine par des mots de passe forts et uniques. Et enfin, si vous avez la possibilité, surveillez votre réseau. Recherchez tout trafic ou activité inhabituelle pouvant indiquer une compromission. On pourrait conclure qu'une fois de plus, ces attaques illustrent des dangers liés à l'utilisation de matériel obsolète ou legacy, mais qui font le job. Votre routeur, il fonctionne, vous n'allez pas le changer. Il faut juste le mettre à jour et stopper les services. De plus, avec l'évolution des botnets tels que Ficora et Capsaicin, même les vulnérabilités anciennes restent des cibles de choix. C'est quelque chose qu'il faut bien voir. Quand les attaquants décident de compromettre des systèmes d'information, ils vont utiliser toutes les vulnérabilités possibles. Et si elle a 10 ans, pour eux, c'est pas un sujet. Ils vont la réutiliser. The Hacker News nous remonte une vulnérabilité affectant certains modèles de routeurs ForFaith, qui est actuellement exploitée activement selon de nouvelles découvertes de VulnCheck. La faille, référencée sous l'identifiant de la CVE 2024 12856, elle a juste un score CVSS en V3 de 7.2. C'est une vulnérabilité d'injection de commande au niveau des systèmes d'exploitation et ça va affecter deux modèles de routeurs, le F3X24 et le F3X36. Ces routeurs sont utilisés essentiellement dans les environnements industriels. Bien que sa gravité soit réduite par le fait que l'exploitation nécessite une authentification préalable, des attaquants peuvent tirer parti des identifiants par défaut des routeurs pour contourner cette limitation. Si les utilisateurs n'ont pas changé ces identifiants, cela permet l'exécution de commandes non authentifiées. Et dans les attaques détaillées par VulnCheck, des acteurs malveillants exploitent les identifiants par défaut pour activer la vulnérabilité CVE 2024 12856 pour établir un reverse shell offrant un accès distant persistant. Concernant cette exploitation, une adresse IP remonte régulièrement, c'est la 178.215.238.91, déjà associée à des attaques exploitant la CVE 2019 12168, une autre vulnérabilité d'exécution de code à distance affectant aussi les routeurs forfait. Comme on peut le constater, quand on parle dans les vulnes, oh c'est une exécution de code à distance, il y en a pour beaucoup qui disent ouais bon ça va être de l'exécution de code à distance. Non, c'est utilisé, ça marche bien et vous prenez la main sur la pétoire que vous avez décidé. En plus, les données ont été confirmées par Grey Noise, indiquant que des tentatives d'exploitation de la CVE 2019 12168 ont été enregistrées aussi récemment que le 19 décembre 2024. Alors, si on analyse la méthode d'attaque, c'est une attaque qui va cibler ces routeurs de marque F3X24 et F3X36 via HTTP en utilisant l'endpoint/apply.cgi. La vulnérabilité réside dans les paramètres adjust time year lors de la modification de leur système via un submit type égale adjust system. À ce jour, aucune information sur la disponibilité de correctifs n'a été publiée. VulnCheck a déclaré avoir signalé la vulnérabilité à la société chinoise ForFaith le 20 décembre 2024. Alors, les recommandations, bien entendu, on modifie les identifiants par défaut, remplacer immédiatement les noms d'utilisateurs et mots de passe par défaut par des identifiants uniques et robustes déjà à la base, comme ça l'attaque elle peut pas avoir lieu. Restreindre l'accès distant, désactiver ou limiter l'accès HTTP à l'interface d'administration des routeurs depuis Internet, valider une adresse IP de confiance, surveiller les activités suspectes, examiner régulièrement les journaux réseau, installer les mises à jour dès leur publication. Là, il faut mettre une veille sur les annonces de ForFaith concernant les correctifs. Mais une fois de plus, cet incident souligne les risques liés aux identifiants par défaut et aux appareils exposés à Internet sans protection adéquate. En l'absence de correctifs immédiats, des mesures proactives sont essentielles pour protéger les réseaux contre l'exploitation de la CVE 2024 12856. Si votre organisation vous utilisez des routeurs forfaits, il est urgent d'agir pour réduire l'exposition à cette menace.
Le 28 décembre 2024, le groupe de ransomware SpiceBear a affirmé avoir compromis une base de données d'Atos. Si vous utilisez RansomLook, vous avez dû voir passer l'alerte. Aujourd'hui, le 29 décembre, Atos a communiqué, après une analyse initiale, qu'il ne montre aucune preuve de compromission de ransomware affectant les systèmes d'Atos Eviden dans quelque pays que ce soit et aucune demande de rançon n'a été reçue à ce jour. Néanmoins, Atos prend ces allégations très au sérieux. Son équipe de cybersécurité mène actuellement une enquête approfondie sur la situation. Des mises à jour seront fournies si de nouvelles informations venaient à modifier les éléments ci-dessous. Il faut savoir à propos d'Atos que c'était quand même un leader mondial dans le domaine de la transformation numérique, des services cloud, des solutions de cybersécurité et du calcul haute performance. Avec une expertise reconnue des équipes présentes dans de nombreux pays, Atos accompagne les entreprises et organisations dans leur transition numérique et leur sécurisation face à des menaces cyber. C'est pas une première fois que des groupes criminels gonflent un peu leurs méfaits. À suivre, à voir si c'est pas un fournisseur, une filiale. Pour le moment, il n'y a aucune preuve, mais on va suivre un peu l'histoire. Et voilà, cet épisode de Radio Cesseur du dimanche 29 décembre touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des informations utiles. N'oubliez pas, si vous avez des questions ou des suggestions de sujets que vous souhaitez voir abordés dans nos prochaines émissions, laissez-moi un message sur le répondeur de Radio Cesseur au 07 68 72 20 09, 07 68 72 20 09. Je suis là pour vous. Prenez soin de vous. À demain pour un nouvel épisode. Cet épisode va sortir un peu tard dans la journée. J'ai eu un petit dégât des eaux, assez intéressant, très sympa. Si un jour vous avez votre canalisation d'eau usée qui se brise en deux, juste à la sortie de la maison, vous allez voir, c'est de la folie de faire intervenir quelqu'un le dimanche. Et dans les petits villages, la mairie s'occupe de tout et c'est extraordinaire. Mais ça sera une autre histoire, ça sera sur un autre podcast. Comment survivre à une explosion de canalisation. Au revoir.